C'est encore à moi de Heu, lancer, c'est ça? c'est encore à toi de lancer. OK et après, si tu veux, si tu veux, je lance. Vas-y, lance. Hem, alors attends, mais je dis quoi? From leading ladies to supporting stars, we analyze it all from close up to far. It's time for fanfiction. OK, bonsoir, bonjour, comme vous voulez. Ce soir ou quand vous voulez, heu, on va parler de Crimson Peak. C'est un film de Guillermo del Toro. C'est un film d'horreur et bien sûr avec, des personnages, féminins puisque de toute façon c'est un petit peu le but de ce podcast. J'ai toujours des problèmes de diction bien sûr, C'est pas ça ne grave. change rien. Si on peut résumer, je passe le micro à ma compatriote Ah ça, c'est ou moche pas. parce que j'ai pas prévu le résumé du film. Je reprends le micro, c'est un film de fantôme. C'est un film de fantômes à l'époque, victorienne. Je crois que Mmh. c'est ça, hein? En tout cas, elles ont des Ouais, robes blanches elles ont des robes victoriennes, très dramatiques. et on suit, la vie un peu chahutée de Edith, Sharp. C'est bien ça? Ouais, Cushing, Edith Cushing, qui Cushing, ouais. deviendra Et beh, épouse, Sharp. ça y est, tu as spoilé. Redeviendra, Edith Cushing. Ah oui, attention, on va spoiler. On va spoiler un film de je sais même pas de quelle année il est parce que de toute façon, le jour où on préparera nos fiches, Ah, tu es gonflé parce que moi j'ai un peu préparé le reste quand même, il date de 2015. OK, nice. Donc juste, une petite précision avant qu'on se lance. Je vais faire retomber l'ambiance rapidement. On va Mmh. parler, bon, de violence conjugale et d'inceste. Donc si ce sont des sujets un peu complexes, peut-être écouter un autre épisode à la place. Voilà. Mmh. Comme d'hab, hein, on va pas trop, donner de détails graphiques et cetera, mais ce sont des sujets qui sont en trame de fond, donc on va forcément les aborder, en long, en large et en travers. Je voulais faire un petit aparté quand même sur Guillermo del Toro parce que moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ses films, la plupart de ses films d'ailleurs, et il est plutôt connu pour savoir mettre en valeur les femmes et souvent, en plus, ses protagonistes féminins sont pas sexualisés, sont pas glamourisés, elles sont presque normales et moi je trouve ça hyper appréciable. Et c'est vrai que quand il prend la parole, il prône souvent la parité hommes et femmes, et en plus, il a tendance un peu à mettre, alors plus ou moins sur le devant de la scène de ses films, mais il a quand même tendance à mettre en scène les violences patriarcales, ce qui est plutôt cool. En revanche, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir mettre en pratique ces jolies théories et on est quand même face à un réalisateur qui soutient depuis de nombreuses années Roman Polanski et Woody Allen et j'avais un peu envie de le souligner. Voilà. Non, mais faut le dire. Oui, la présomption d'innocence, gna gna gna, rien à battre. Bah, puis là, il y a pas de présomption d'innocence pour le Oui, coup, puis à mettre en avant, ils nous vu font chier, qu'ils sont ils nous font plutôt à chier. l'aise avec le fait de Il y en a il beh, y a il y a il y d'avoir en a fait quand tout même ce un qui qu'on a dit un qu'ils ont fait. mandat au cul quand même, hein. Exactement, exactement. Bref, Alors, nous allons oui. passer sur les 2 persos féminins qui sont au centre du film et qui d'ailleurs, c'est plutôt agréable, sont les seuls personnages un peu proactifs dans ce film. Globalement, il y a, le film, il y a pas un casting très très, très nombreux, hein. On est sur, 4-5 acteurs, principaux et basta. Allez, 4, je suis généreuse. Enfin 5, non, 5, je suis 4 et demi. généreuse parce que ouais 4 et demi. Voilà. Bon, Est-ce qu'on compte les morts? Parce que ça fait plus alors du coup. alors moi j'allais dire: «Est-ce qu'on compte le chien?» mais Non, arrête. On va vite passer sur cet épisode du chien, d'accord? c'est vrai. Je sais plus mais, si je crois, hein. Ouais, 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 Oui bon, ouais, bref. ouais, Il y a un chien, il est très mignon, passons-en. c'est un épagneul papillon, il est très mimi. Ouais. Mais bon. Et il finit pas le film. Bref, Et non, il part en vacances. au paradis des chiens. Voilà. Donc on va se recentrer sur, bah, les 2 seuls persos féminins vivants du film. Donc Edith Cushing, qui est une écrivaine qui vient d'une famille, assez aisée. Alors on apprend que c'est une famille qui n'est partie de rien. Ça, c'est beau. Faut pas nous prendre Mmh. pour des cons non plus, mais c'est beau. Self-made, à l'époque victorienne, j'y crois peu, hein, mais Exactement, prends-moi pour un con et son rêve absolu, c'est de publier un roman surnaturel dans une époque où visiblement publier en tant que femme, c'est un peu compliqué, sauf si tu publies que des romances. Là, ça va. mmh. Elle a perdu sa maman quand elle était très jeune et visiblement cet épisode de sa vie l'a marquée puisque depuis, elle voit des fantômes. Oh putain.
Et globalement, Ah, c'est quelqu'un un peu qui se laisse porter, par ses sentiments, en fait et son intuition et qui s'emmerde pas comment dire? À à réfléchir plus que ça. au diable le rationnel. Exactement, merci, je trouvais pas le bon mot. Je suis là pour ça. Et ensuite, l'antagoniste du film, qui est aussi l'antagoniste de Edith, du coup, Lucille Sharp, qui est la sœur de Thomas Sharp, le love interest de Edith et c'est une femme un peu sombre qui se comporte bizarrement. Rapidement, on nous la présente comme étant un peu folle, tu vois? Et elle est plutôt, en fait, c'est plutôt un cliché de la folie, en gros, pour faire Moi, je simple la et trouve pour très pas, composée, elle est très froide, très composée. Enfin, c'est pas la, ouais, elle est ouais, mais tu sais, ils tout de veulent la faire suite, passer pour folle, mais ouais, mais tu sais, sincèrement, tout de elle suite, elle est habillée dans des vêtements un peu, extravagants, elle aime les animaux morts, c'est un peu lourd, ouais. si je puis me permettre. Mmh. Lourdeur. Ouais, un petit peu, un petit peu. Bon, on a balayé assez, brièvement les personnages principaux. Je te propose, on déroule le film, Mmh. bah, comme d'hab, hein, scène par scène et puis à la fin, on se refait la conclusion où là, je vais débiter là. Ah ça y est, elle va nous pondre. Mais tu as jamais pensé à faire un doctorat? Une thèse ou un bordel comme ça? Mais thèse, j'ai déjà fait. C'est vrai? Bah, bien sûr, pendant mon master. Oh mais tu as une grosse tête toi. Alors, le film débute sur une image assez fixe moi je l'ai appelée la dame blanche, mais en fait c'est Edith, mais au début on ne sait pas que c'est Edith, vu que personne n'a donné son prénom. Oui. Voilà, c'était très intéressant comme réflexion, donc elle est un peu habillée dans un style, victorien gothique. Moi je sais pas trop ce que c'est style victorien, mais quand j'ai vu les images, je me suis dit: «Ça c'est du victorien». Du coup je vais dire ça pendant tout le long du podcast. Ah c'est des attention, point mode, qui se base sur aucune connaissance historique de la mode, parce que voilà. Mais, je pense que la période victorienne, c'est pas quand elles ont des grosses manches bouffantes et des grosses robes bouffantes et des cols un peu bizarres et des perruques un peu bizarres? Ouais, on va partir du principe que c'est ça parce que du coup ça m'arrange et ça m'évite de passer pour une débile. Moi, je pense que, Débile on non, est mais bon. inculte, En voilà. plus, attends, ils mettent des dates à un moment donné. Je vais aller sur Google, voir ce que c'est la les périodes victoriennes. Non, mais c'est bien, on bosse un peu nos trucs. Oui, bah, pendant Hem, l'enregistrement, c'est vraiment bien on est ça. totalement on est totalement sur la période victorienne, je pense. Bah, parfait, comme quoi j'ai pas dit n'importe Je quoi. vérifie, mais Bon, je sais plus ce que je disais, mais en gros, elle est là, elle est, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'elle est très, elle a une allure très immaculée, en fait, tout est blanc sauf qu'elle est pleine de sang, globalement, parce qu'elle a des très longs cheveux très blonds, une robe blanche, elle est dans un décor, enneigé, elle est poudrée. probablement. Non, mais c'était pour, c'est pour que les gens, visualisent, pardon. Vraiment, D'accord. c'est comme si on avait soufflé, de la farine sur le vraiment c'est très uniforme, enfin blanc. Je pense qu'il a mis un OK, filtre merci Instagram. Jean-Michel, cinéma, études de cinéma. Heu, oh ça va être le bordel ce soir. Ça va être compliqué, mais c'est pas grave, écoute. J'adore. Donc fondu au noir, bim. Ambiance, rigolade vu qu'on arrive au cimetière, c'est l'enterrement de sa maman. Pas de blague à faire là, non? Bah, non, il y a Bon, rien qui me vient. non Je parce qu'on se moque pas des vêtements et des mamans. Voilà. Donc bref, non, mais elle j'étais est en très, train très de triste. revisualiser l'image et C'est je sais triste pas. son enterrement. Non, c'est hyper triste. En plus, elle explique que globalement, elle a pas pu dire au revoir à sa maman parce que sa maman est morte heu, d'une maladie horrible. Je sais plus le nom de c'est pas la peste, hein. C'est, La lèpre ou un truc comme ça, je crois. non, 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 c'est un truc genre le choléra ou une connerie comme ça. Bref. Bon, un truc qui abîme quoi. Un truc bien 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 d'époque, bien machin et donc en fait, ils ont fermé le c i elle explique que, bah, du coup, à l'époque, geste barrière oblige, ils ont fermé le cercueil, sans qu'elle puisse, en fait, voir sa mère une dernière fois, lui faire un bisou d'au revoir et tout ça. Donc déjà, c'est un deuil qui peut commencer mal parce que tu peux pas faire ton adieu, à la personne, décédée. Globalement, c'est ça. Parce que tu lui fais pas un dernier au revoir, tu ne l'as pas vue, morte dans le cercueil. Tu sais qu'elle est morte, mais tu ne l'as pas vue et tu n'as pas pu lui dire un dernier au revoir. Moi, Ouais, je ça. l'entends comme ça. Ouais, je suis d'accord et du coup, tu as pas pu être mis directement face à la vérité. Mmh et elle explique et en plus, vraiment, elle l'explique comme, alors là, c'est du point de vue elle est enfant, hein, elle a une dizaine d'années,
Mais c'est vraiment, voilà, dit avec des mots d'enfant. C'est-à-dire qu'elle dit que, voilà, elle a pas pu faire de bisous à sa mère, de derniers bisous, parce qu'ils ont refermé le cercueil sans que la famille ait le droit de s'approcher du fait de la contagiosité, je sais pas si ça se dit, Alors, de sa ouais maladie. et de son aspect, moi j'ai cru comprendre aussi que genre Oui une et de une son enfant aspect, peut oui, mais c'est ça, pas mais c'est pour ça, être faut confrontée peut-être à qu'au fil du podcast, je vais me souvenir du nom de la maladie ou alors je vais aller sur Google de manière, totalement discrète et faire genre je m'en suis souvenu. Mais c'est pas central après comme information, hein. non, Te mais tracasse pas avec ça. du coup, ça me tracasse. Ah moi, moi, ça me D'accord, OK. tracasse. Ça Bon, bah, ça c'est ça va me c'est bien, trottiner. on prend Ça va 10 me minutes, hein, trottiner dans pour la que tu tête. ailles sur Wikipédia, vas-y. Alors, j'y vais, attends. Vas-y, je t'en prie. Crimson Elle le fait en plus, putain. le choléra et donc c'était bien ça, donc voilà, c'est bon, allez, Tout ça pour bisous. ça. Non, mais Bref, j'avais bien dit le choléra tout à l'heure en plus. c'est vrai. Donc on retrouve la petite Édith, très triste sur son lit, qui pleure et puis sa maman, sous forme de fantôme, un peu flippant, vient la voir pour, lui donner un avertissement avant de disparaître d'un coup. Et c'est du 100 Guillermo del Toro au niveau de l'esthétique des fantômes. C'est assez incroyable, ça marche bien. Ouais, Enfin, c'est dégueulasse. On n'est pas du tout sur les fantômes, on est sur des fantômes, ils ont vaporeux, un aspect puis les très squelettique, très décharné. sans Hem, vivre même. c'est et c'est oui, c'est très oui, oui, c'est très, ouais, c'est très C'est ça le la maman est toute en noir parce qu'elle elle explique qu'elle est décédée du choléra noir, elle le dit au début et du coup, à chaque fois qu'elle la visualise, c'est le seul fantôme qui est tout en noir. c'est vrai, bah, j'avais pas du tout fait attention à ça. Hé! Voilà. C'est pour ça que je participe à ce podcast. C'est pour, regarder les films alors que toi tu ne le fais pas. Bref. Mais quelle bourrique celle-ci! Parce que Madame, je dis prends des notes. Voilà. dis aux gens que moi derrière je fais des rapports de 500 pages d'études de films et que quand tu dis ça, tu me dis: «Oh c'est trop long, je vais jamais lire». Dis aux gens, dis la vérité. Je fais jamais mes devoirs. Voilà, c'est un fait. Quel Et je lis scandale. les notes, Je te au laisserai dernier pas me moment. diffamer. Je te laisserai pas me diffamer. Non, c'est vrai, il faut rendre à César ce qui est à César et donc elle prend des notes. Elle prend des notes incroyables, elle note tout et moi derrière j'arrive les mains dans les poches. J'ai regardé le film quand même, ça se voit d'ailleurs, enfin ça se voit, ça s'entend parce que, voilà, mmh et du coup je lis ces charmantes notes et je n'en tiens pas compte. Voilà, faut le dire. Quand j'arrive à les lire jusqu'au bout. Voilà, bref. Avançons un peu parce Dérou que sinon ça va vraiment être dur. Ouais, ça va, il va durer 4 jours. C'est Ouais. un podcast marathon. Voilà, allez bisous. 14 ans plus tard à New York, donc Edith a grandi, maintenant c'est une femme et elle a envie de publier son manuscrit qui parle entre autres de fantômes. Preuve qu'elle est issue d'une famille aisée parce qu'une meuf qui a le droit d'écrire et d'essayer de publier ses romans, Oui, puis accessoirement, elle vit dans un manoir avec des majordomes aussi. ouais, c'est vrai que c'est un bonhomme. Ouais. Donc en allant, consulter son éditeur, enfin consulter un type qui va lui dire que son manuscrit est nul globalement, elle croise, Son of Anarchy là, dans les couloirs. Charlie Jambon! Non, il s'appelle Charlie Hunnam, mais attends, est-ce que c'est lui? Parce que je le C'est lui. confonds avec, oui, c'est lui, hein, Je crois que c'est c'est lui, Charlie Hunnam. alors il a joué Attends, du coup dans Son of Anarchy, mais dans aussi, Pacific Rim, un des films de Guillermo del Toro qui est un des meilleurs films de cette planète. c'est bien Charlie Jambon. Je l'appelle Charlie Jambon parce que j'avais du mal à me souvenir de son nom à l'époque Tu et l'appelles Hunnam, comme tu veux. mais non, mais Hunnam, en fait, ça ressemble à âme, donc jambon et voilà, bref. Donc c'est Charlie Hunnam. Non mais ça fait sens, il y a pas de problème. Merci. Voilà. Donc elle le croise, dans des escaliers et il a l'air, déjà, chou craquelove, mais J'adore derrière ce il y monsieur. a sa famille qui débarque et encore une fois, on est sur le cliché des méchantes bonnes femmes, avec des manches bouffantes partout, qui sont intéressées uniquement par les hommes et qui comprennent pas que Edith, elle lise des livres. Voilà, Ah, la honte. non mais bienvenue dans Orgueil et préjugés, en fait. La vie t'est dictée. Tu as vraiment un agenda contre cette œuvre. Eh bien oui. Voilà, le monsieur en costume, lit son manuscrit, il dit que c'est pas très bien que ce soit une histoire de fantôme, il vaudrait mieux qu'elle écrive une histoire d'amour parce que comme c'est une bonne femme, il faut qu'elle écrive que pour les bonnes femmes et les bonnes femmes, elles aiment pas les fantômes, elles aiment les histoires d'amour. CQFD.
Donc retour à la maison, elle est très déçue, donc on a des petites, envolées un peu féministes sur le fait que c'est vraiment pas très juste et que ces bonhommes, ils sont pas justes avec les dames. Papa lui offre un joli stylo pour qu'elle puisse écrire ses plus belles histoires, mais elle, comme elle est un peu capricieuse, mais qu'elle peut se permettre parce que papa est riche, elle demande une machine à écrire. Bah oui, j'aurais totalement fait pareil. Je veux Bah, dire, ça mon m'étonne pas. daron, il est 100 derrière mon activité qui est, à l'époque, très décriée, je veux dire, autant pousser jusqu'au bout, hein, tu profites, hein. Tu le saignes le daron. Ah bah oui. Finalement, elle va dans une enfin, dans une bibliothèque, je pense, ou je sais pas trop où, pour aller utiliser une machine à écrire. Parce qu'en gros, ce qu'elle explique, c'est que ces manuscrits sont écrits à la main et son écriture est féminine. Donc, Bah oui, les éditeurs lisent le manuscrit, ils se rendent compte que c'est écrit par une femme et donc ils balayent le sujet et ils veulent pas la publier. Problème qui sera résolu si elle utilise une machine à écrire. ou alors si elle commence à écrire comme un cochon, comme 90 des hommes. Visiblement, c'est plus compliqué que d'utiliser une machine à écrire. Je comprends. Et à ce moment-là, on a, Thomas Sharp / Monsieur Darcy / Loki Non, qui débarque. non. Tu peux pas dire, tu peux pas co non, non. Excuse-moi, franchement, il y a tous les codes de Tu Monsieur salis pas Darcy. la mémoire de monsieur Darcy comme ça. Oh là là, pourquoi tu cries comme ça? Tu serais pas un peu hystérique? Oui, totalement. Ça se trouve, j'ai mes règles. Je vous remettrais bien un peu de clichés comme ça. Non, mais c'est pas Monsieur Darcy, Non. mais dans la première partie du film, il emprunte les codes de Monsieur Darcy. On est d'accord? Ouais. Loki là, il lit les passages du manuscrit de Edith, ça lui plaît bien. Je me suis notée plusieurs fois, il pénètre l'espace personnel des gens. Oh, Genre oh! il approche son visage du visage de Edith, mais de beaucoup trop près et je pense que c'est illégal ça. C'est, ouais, c'est pas déjà, même en 2024, c'est interdit de s'approcher Hautement comme ça. illégal. Mmh. C'est non, faites pas ça. Et en On va gros, revenir sur le pardon? ouais, j'ai senti, je pense que je sais quel mot t'a chamboulé un peu. Pardon? Non, C'est moi pas grave. j'allais dire on va faire comme dans, Dirty Dancing, mon espace, ton espace. Voilà, faisons comme ça. Oui, bah, il respectera pas ça, hein, On a les jamais. rêves qu'on mérite. Non, c'est vrai. Je disais donc, en fait, c'est un vendeur d'argile. Il est là parce qu'il a rendez-vous avec le papa de Edith pour, demander de l'argent pour construire, sa grosse machine là pour, avoir plus d'argile. Moi, c'est un concept incroyable déjà, vendre de l'argile, mais bon, enfin, Bah, ça doit il servir à des aurait trucs, je suppose. moi je pense qu'il aurait eu plus de succès en 2020 au moment où on est tous confinés et qu'on avait, rien d'autre à foutre que des activités manuelles, mais bon, C'est il a vrai, choisi de faire ça à l'époque victorienne. Soit. mais il aurait eu besoin d'un bon service de livraison. Oui, c'est vrai. Bref. Donc je me suis notée, bah, dis donc, papa est un dur négociant, donc il donne énormément de leçons à Loki sur le fait que, dis donc, c'est vraiment un sale parvenu privilégié qui a jamais eu besoin de salir ses mains alors que lui, il est parti de zéro. Et ça, c'est vraiment un truc qui me fait crier. Genre, comment tu peux avoir ce discours-là alors que tu vis dans un manoir avec des domestiques, avec un héritage familial? Dose. Il est self-made, OK? Mais lunaire, quoi. Tu es là avec tous tes copains riches, tu veux faire croire aux gens que tu es parti de rien et que tu connaissais personne. Ah, vas-y, Alors, en fait, moi, je soupçonne qu'il, il ment. non, mais il fait ex il a vu l'intérêt que, Sharp, portait à sa fille et je pense que je le soupçonne de vouloir un peu l'humilier parce que sa fille est présente, faut le savoir et je pense Ouais, c'est qu'il veut vrai. un peu l'humilier pour montrer que, bah, il désapprouve un peu, cette, pas cette union parce que là, il est pas question d'union, mais ce rapprochement, enfin, en tout cas, cette drague, en mode, «Non, non, c'est si tu comptes, pécho ce mec, c'est non. Je vais te prouver que c'est un gros minable, C'est pas comme possible papa», aussi. tu vois? C'est possible aussi. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Voilà, c'est Il y tout. aurait quand même, peut-être, d'autres méthodes. Mais bon, admettons. À Alors quoi comme on est un peu, dans un ersatz de orgueil et préjugés, à quoi on assiste? À un bal. elle recommence. Tu sais que j'ai raison. Tu sais que j'ai raison. Alors avant Plus rien. avant le bal, elle discute un petit peu avec papa en lui disant que en lui faisant comprendre que quand même là, le petit brin, il la laisse pas indifférente. Après, elle Pendant ce s'appelle temps, Hiddleston quand même, hein. tu es pénible. Alan / Son of Anarchy / Charlie Jambon, voilà, qui vient chercher son papa et on comprend que lui, il aurait bien voulu que Edith vienne avec lui. Oh là là, dis donc, ce serait-il pas un triangle amoureux? Eh bah si. Moi, j'aurais choisi Charlie Jambon, personnellement. Pourtant, j'adore Tom Hiddleston. Il est médecin et il est beau et il est gentil. Beh ouais.
on prend-le lui. Et en plus, ils se connaissent depuis un moment, non? Oui, c'est des amis d'enfance. Oui, voilà. Bah, moi, je dis jackpot. Puis un Ah médecin, c'est un bien bon sûr. parti quand même à l'époque, plutôt qu'un mec qui vend de l'argile, s'il te plaît. Bah, surtout qu'il débarque de nulle part, tu sais pas qui c'est, quoi. Bah, ouais. Puis il perd ses cheveux. Toi, tu as décidé de faire couler le podcast, on va dire. Allez, hop, allez, hop. Donc Edith se retrouve seule dans sa grande maison puisque papa est parti au bal avec Alan. Parce Alan, qu'elle du veut coup, pas y aller. c'est Son of Anarchy, Armstrong. parce que je crois qu'on n'a pas donné son prénom encore. Il s'appelle Alan. Ouais. Donc elle entend du bruit à la porte et qui c'est qui est venu dire bonjour? Bah, c'est maman. Oui. C'est maman qui est venue faire un petit coucou et comme elle a un peu peur, elle ferme la porte et c'est vrai que moi, mon premier réflexe a été de me dire: «Mais les fantômes ne passent pas à travers les portes». Écoute, En fait moi, j'ai peur du noir, oui. Si vous vous foutez de ma gueule, ça va mal se passer, OK? non, personne fera ça. Tout le monde a peur du noir. Et en fait, sincèrement, moi, si je vois un fantôme au bout du couloir, oui, la première chose que je fais, c'est que je ferme la porte et après je me cache sous ma couette. Je voilà. Mais du coup, C'est pas très rationnel, mais tu pas hein? peur de te priver de ton seul moyen de t'enfuir en fermant la porte? Mais elle est au bout du couloir, tu peux pas passer de toute façon. Mais c'est un fantôme, elle va traverser la porte. Alors oui, mais de toute façon, c'est une peur. OK, c'est pas rationnel. C'est C'est vrai, le autant pour moi. de toute façon, c'est une partie de ton cerveau qui va prendre le relais et c'est probablement pas la partie rationnelle qui te dit que, c'est la seule, sortie. Donc cache-toi sous la couette. C'est tout ce C'est que je vrai, peux te dire. c'est vrai, je comprends tout à fait. Bref, donc effectivement, les fantômes traversent les portes, vu que maman rentre dans la chambre et de nouveau, elle la met en garde. Alors elle lui dit en gros: «Attention, ne va pas, à Crimson Peak». Voilà. Ce qui est quand même assez clair comme mise en garde. Tu sais, c'est pas Oui. une énigme, c'est texto, hein. Moi, je pense que quand même, il y en a qui savent pas très bien lire, entre les lignes, mais là, c'est même plus lire entre les lignes, c'est elle lui dit texto quand même. Et juste après le départ de maman, c'est Loki qui débarque. Il a attendu, va pas me dire que c'est un mec sain. Il a attendu que son père se tire, genre caché dans les fourrés, pour ensuite venir taper à sa porte, avec une excuse bidon, genre: «Tu veux bien m'apprendre à parler américain, s'il te plaît?» Alors, je suis pas sûre qu'il ait attendu dans les buissons, mais c'est vrai que c'est un move de gens bizarres quand même. Le prédateur, Oui, un peu. et je pense que sa présence a provoqué l'intervention de maman, Cushing. C'est possible. C'est vrai. Finalement, il la convainc d'aller au bal avec lui, Il a pas trop donc ils insisté. ont oui, 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 elle était plutôt, contente qu'il soit là. Ils arrivent au bal, les 2 bras dessus, bras dessous et alors je sais pas ce qui se passe, hein, mais visiblement ils sont l'attraction de la soirée vu que tout le monde s'arrête de vivre dès qu'ils entrent. Et Edith, qui est un peu mauvaise, va présenter, Loki/Thomas à Alan. Ça, c'est pas très sympa. Elle vit pour le drama, je pense, un peu. Un peu, ouais. Elle s'est dit: «Ça ferait un bon sujet pour mon prochain bouquin de de fantômes». Et on rencontre la sœur de Thomas Sharp, qui est Jessica Chastain, putain. Ça, je l'ai pas Ouais. vu venir. Bon, je sens que tu t'en fous, mais moi, ça m'a fait quelque chose parce que j'avais pas vu le casting avant. Ah bon? Après Mmh. moi, je l'ai vu, plein de fois le film, alors, pour le Ouais, coup. donc tu plus étonnée. À ce moment-là, il y a un petit échange un peu vicieux, je vois pas trop ce que ça vient foutre là, entre Edith et l'hôtesse du bal, qui est pas contente que Edith soit venue parce qu'elle devait pas venir. Bon, Mais je pense qu'il je sais pas à quoi ça y sert. a un sous-entendu, protocole, convenance et tout ça de cette époque. On n'a pas les codes, parce que de toute façon on n'y connaît rien. Ouais, mais c'est vrai Heu, que, j'ai pas trop enfin, j'ai pas compris l'utilité de laisser ce passage dans le film qui apporte, rien ou alors il apporte un truc que vraiment j'ai pas compris, alors, quoi. soit on n'a pas les codes, soit il est mal apporté, soit c'est ça. Ça doit être ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Putain, je parle comme une influenceuse. Donc Loki, il fait un peu son show, il donne des leçons de valse à tout le monde avec sa petite flamme, en fait, il est complètement, en concurrence avec Alan, c'est un passage un peu pénible. En tout cas, moi, c'est vraiment des trucs qui me font un peu chier et il fait du giga rentre dedans à Edith, devant tout le monde. Je sais pas si c'est très, conventionnel pour l'époque, hein, de procéder ainsi pour draguer les gens. Je sais pas, il a l'air un peu, non conventionnel, Thomas. Bah, après tout, il a pas les codes américains probablement. Exactement et pendant ce temps, sa sœur joue du piano comme la sœur de Monsieur Darcy. Non, mais en vrai, c'est vrai que en vrai, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit: «Putain, on dirait c'est la même, dynamique que
que la scène dans Orgueil et préjugés, tu sais, où tu as, plusieurs, je me saoule avant de finir ma phrase. Pardon. Où, Merci de me donner raison. de quoi? Bah, tu dis Ah que que ça t'a fait penser à Orgueil et Ouais, préjugés. mais si, parce que cette scène où tu as la sœur acariâtre, qui fait du piano, c'est comme enfin, je sais pas, ça a été un peu repris. Après, est-ce que vraiment Guillermo del Toro s'est inspiré de Orgueil et préjugés? J'ai un doute quand même. Moi, je pense que si. En fait, moi, je pense que On pensera à lui demander. non, mais ce que je pense, c'est qu'il a pris en fait, Orgueil et préjugés, les tropes qui sont dans cette histoire, l'autrice, elle les a pas sortis de son cul, tu vois? C'est un truc classique. Il se trouve que je pense l'esthétique de, Crimson Peak rappelle un petit peu l'esthétique d'Orgueil et préjugés avec les grandes robes de bal et cetera. Mais du coup, j c'est un trope assez connu des rom-coms finalement, des romances en général et des histoires d'amour et Thomas, il simule ce genre d'histoire auprès d'Edith pour la manipuler derrière. Donc je pense que c'est tout à fait volontaire. Puis de toute façon, ils aiment bien, les tropes où tu as, tu un mec, célibataire, qui doit absolument se marier, tu vois? Enfin, absolument, je sais pas si c'est le mot, mais la petite jeune fille naïve et la sœur du mec qui doit se marier qui est absolument méchante. Il y a une petite pointe de jalousie derrière, tu vois? Il y a un petit truc, parce qu'il faut pas qu'il puisse se marier, Et aussi facilement. Il faut un peu qu'il y ait quelqu'un qui lui mette des bâtons dans les roues et qui de mieux que de mettre, face à cette jeune fille innocente, une sœur absolument désagréable parce qu'on adore quand, on oppose, 2 femmes, et que, bien sûr, les sœurs sont forcément jalouses, des futurs époux de leurs frères. exactement et je pense qu'en plus, c'est peut-être aussi à ça que sert, la petite scénette dont je me suis plainte tout à l'heure, c'est peut-être aussi pour mettre en valeur cette espèce de concurrence éternelle entre toutes les femmes vivantes. Parce que du coup, c'est un peu alors je mets la charrue avant les bœufs là, mais en fait, les fantômes que Edith va voir par la suite sont plutôt des femmes, ben, qui jouent la sororité vu qu'elles l'aident, elles la préviennent. Ouais, Alors que les femmes qui font partie de sa vie, les femmes vivantes qui font partie de sa vie, sont plutôt dans la concurrence et dans le jugement. tout à fait. Et ça rentre effectivement un peu, dans ce que je me suis notée là pour la conclusion, dans l'idée que ce film parle énormément, bien plus que qu'on pourrait penser des violences, genrées en général. Donc on passe tout de suite au lendemain. Il y a, Thomas, sa sœur et Edith, qui se baladent, tous les 3. Déjà, il y a une petite inversion des rôles genrés, je trouve, parce que, Thomas, il minaude un peu, il fait l'amoureux et d'habitude, c'est plutôt le rôle, de la femme. Mmh. Et donc, Edith s'éloigne un petit peu avec, alors j'ai noté Jessica, mais avec, Lucille, la sœur de Thomas. Et là, tu vois, typiquement, je trouve que vraiment, elle est mise en scène avec le cliché de la folle. Genre, il y a des papillons morts partout par terre, Jessica, elle les ramasse, elle se caresse le visage avec et tout, c'est un comportement, étrange. Ah bon, tu fais pas ça toi? Non, Je en tout cas rarement. Pas en public, pas dans un parc. Et pendant que Edith, reste toute seule à jouer avec les papillons morts, les 2 se retrouvent pour discuter et là, clairement, on comprend qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est une mise en scène. Ils sont en train de la manipuler et on se rend compte, du coup, qu'ils sont fauchés et qu'ils ont besoin d'Edith pour renflouer un peu leur caisse et il y a notamment cette scène où, Thomas lui dit qu'il a besoin de la bague. On comprend que c'est pour demander Edith en mariage et là, on commence un peu à voir le côté obsessionnel de Lucille qui veut pas donner cette bague ou en tout cas qui veut la récupérer le plus rapidement possible. Mmh. Ouais, il y a un Heu, symbole avec cette bague, ouais, bah, qui appartenait à leur mère. mmh. C'est presque, encore une fois, hein, putain, je mets la charrue avant les bœufs, c'est assez pénible, mais je pense que c'est un peu, une espèce d'illustration de, une enfin pas une personnification parce que c'est une chose, mais une objectification plutôt de, tu sais, bah, du traumatisme familial qui Tant que passe un cette peu bague est dans là, tu vois, le traumatisme est là. ouais, c'est possible, bah, elle s'y accroche, en fait, j'ai l'impression qu'elle s'accroche à la bague autant que Edith s'accroche à son manuscrit. Doit y avoir un truc, avec ces objets-là, je pense. Donc on a une petite aparté avec, papa qui découvre, le vilain secret de Thomas et de sa sœur et donc il se rend compte bien sûr que toute leur petite scénette depuis le début, c'est un énorme mensonge et donc,
Ils sont tous réunis dans la maison de papa et de Edith pour un grand dîner et son père les isole. Alors il prend, Thomas et sa sœur Lucille pour leur expliquer en gros qu'il est au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Si ils acceptent de s'en aller et de briser le cœur de Edith une bonne fois pour toutes, il leur filera beaucoup d'argent, comme ça ils pourront vivre tranquilles avec ce fric. Donc tout le monde est assez d'accord avec ce marché et Thomas, il en profite un peu pour tacler Edith sur, ce qui lui tient vraiment à cœur, donc son manuscrit où il explique que c'est ridicule, que comme elle a rien vécu, ben, il y a rien d'authentique dans ses écrits, il l'humilie un peu devant tout le monde. C'est un peu dur pour Edith, voilà. Ah Mais le bon? marché est conclu. Allez, Voilà. petite humiliation kink, au passage. Allez. Alors ensuite, on a une scène assez brève, mais malheureusement plutôt triste. Le papa de Edith est, en train de faire ses contours là dans sa salle de bain devant son miroir. Il y a des bruits bizarres, on voit des ombres. Alors au début, moi j'ai cru que c'était un fantôme, Et non, mais parce non, que c'est un la seule assassin. personne qui voit des fantômes, c'est Edith. Exactement. Donc il se fait assassiner, un peu Ah, il salement se fait par quelqu'un qu'on péter la voit pas. gueule. Ouais, contre le lavabo, c'est pas joli, joli. Ah, c'est moche, c'est moche. Ils Ouais. lui refont les contours avec le bord du lavabo. Oui, 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 Très c'est pas officiel. non, c'est graphique un peu, je trouve. Bah, ouais, il y a du sang, hein. Ouais, Mmh. Il y a du sang et des corps abîmés. ouais. Voilà, donc le lendemain, Edith se réveille, elle est un peu au courant de rien, mais elle a reçu son manuscrit avec une lettre de, Thomas qui lui explique en fait, toute la vérité, pourquoi il est parti, que, son papa lui a demandé en échange d'une somme d'argent, mais qu'il l'aime tellement qu'il peut pas faire ça. Donc, il reviendra la chercher parce que sans elle, il n'est plus rien. Voilà, vraiment manipulateur de Ah 1000 ouais. coups. Ah ouais, non, waouh! Finalement, elle le retrouve en catastrophe dans son hôtel parce qu'elle ne supportait pas l'idée de le laisser partir, mais comme il est fou d'elle, il a pas pu partir, donc il est là et il l'attend. Ça fait très je te préviens, je vais m'en aller, hein, mais Ouais, c'est à contre-cœur, mais je vais m'en mais aller. viens me Je m'en chercher, hein. vais à Mmh. peu près à alors à à telle mais il sera bien sûr trop tard quand tu auras ce billet. «Ah non, il était pas trop Ouais, tard». non. Ah bah ça ah bah c'est le destin Eh qui oui. voulait qu'on soit réunis et il lui fait une petite déclaration d'amour, vraiment qui m'a fait penser à la déclaration d'amour de Monsieur Darcy, sous la pluie là. Moi, ça m'a fait un peu pareil, hein. Arrête de salir la mémoire de Monsieur Darcy. Après j'arrête, voilà. Juste après cette, magnifique et très sincère déclaration d'amour, on vient lui annoncer la mort de son petit papa chéri. Ah, Voilà c'est que moche. Nice est orpheline. Ça, c'est un peu triste Ouais. et Non, il faut qu'elle aille le reconnaître et exactement et en fait, Alan, qui est plutôt prévenant, propose de l'identifier à sa place parce que, ben, il a pris, un sacré coup dans la gueule et c'est un peu traumatisant et elle, elle préfère le regarder elle-même. Elle veut voir, elle non, veut pas du s'assurer que tout, ce soit bien lui. pas du tout. Tu n'as pas regardé le même film que moi. Mais si, elle le regarde. Oui, mais ce n'est pas ça. Le notaire qui est là dit que ce n'est pas Alan qui, peut le reconnaître puisque pour la simple et bonne raison qu'il faut que ça soit absolument un membre de sa famille qui le reconnaisse et donc il faut que ça soit Edith Oui, mais de toute façon, elle veut le regarder. et de toute façon, elle veut le regarder, mais celui qui met un veto, tout de suite, c'est le notaire. Oui, non, mais d'accord, oui, oui, on est Non, d'accord mais tu là-dessus. essayes d'avoir raison alors que tu n'as Je te propose, qu'on admette que nous avons toutes les 2 raison. oh, ça, c'est ce que disent les gens qui ont tort. Allons, passe pour cette fois. Je vais couper toutes tes lignes de dialogue au montage. Alors ce soir, j'ai fait un podcast toute seule Voilà, je parce que me l'autre parle à est trop moi-même. chiante. Elle m'a gonflé de A à Z, j'ai coupé sa ligne. Et la conclusion du médecin légiste, qui a l'air de faire un travail formidable, c'est que papa a glissé dans la salle de bain et a tapé, visiblement 10 fois de suite, sur le rebord du lavabo. Qui n'a jamais glissé dans sa salle de bain? On sait pas. Moi, du coup, ça m'a déclenché une nouvelle peur. Oui, je comprends, oui. Donc elle subit de nouveau un enterrement, d'un de ses parents, la pauvre, donc ça, c'est un peu triste. Mais ce qui est particulièrement triste, c'est qu'elle se retrouve, complètement seule avec, Thomas et sa famille maintenant, qui l'a déjà demandé en mariage. Puis-je faire une aparté? Promis, je te contredis pas. Mais fais, je t'en Heu, prie. on notera que les seules personnes qui viennent la hanter, enfin la hanter, les seuls fantômes qu'elle voit sont des femmes, puisqu'elle voit sa mère. Or, à la mort de son père,
elle ne voit jamais son père. Elle ne voit jamais le fantôme de son père. On ne voit que des fantômes féminins. Oui, exactement, parce que les fantômes en fait, elle l'explique elle-même à un moment donné au début du film quand elle présente son manuscrit et quand le gars lui dit: «Mais c'est une histoire de fantômes, c'est nul», elle lui dit: «Mais en fait, les fantômes sont un prétexte. Les fantômes sont pas vraiment des entités paranormales, ce sont des rappels du passé». Et dans ce film, ce que je pense, c'est que les fantômes sont des rappels des traumatismes du passé. Et comme c'est un film, j'ai l'impression encore une fois, hein, c'est pas gravé dans le marbre, c'est ma théorie, mais j'ai l'impression que c'est un film qui met particulièrement en avant les violences patriarcales au sens très large. Et ben, les traumatismes donc du passé sont essentiellement infligés à des femmes, d'où le fait que ce soit les femmes qui reviennent. Voilà, Et le fantôme d'accord de avec sa toi. mère, c'est parce que la mort de sa mère, elle le vit comme un traumatisme. Et oui, parce qu'elle n'a pas pu lui faire un petit bisou. Voilà, donc tu vois, nous sommes d'accord. Wouah! Donc nos 2 tourtereaux, sont enfin mariés et elle débarque avec Thomas dans son manoir, Oh, à l'ambiance pas ouf. ah non, mais parlons-en du manoir. Excusez-moi, mais un manoir où il neige à l'intérieur du hall, moi je reprends mes valises, hein. Alors il neige et il saigne parce qu'il y a de l'argile qui suinte de partout. On dirait que la maison littéralement saigne. Et il y a une putain d'invasion d'espèces de papillons aussi. Ça sincèrement, c'est non. Sale ambiance quoi. Non, ouais, c'est pas ouf. Voilà 2 sur 10 sur, Airbnb. et encore, ça va, hein, tu es gentil. Bah, parce qu'il y a du thé, mais le thé, donne un Ouais. peu envie de dormir. Ouais, enfin définitivement. Donne envie de dormir définitivement. C'est vrai. Il y a un petit chien qui débarque. On va pas s'étendre sur le petit chien parce que, Non, faut pas que vous vous attachiez. voilà, mais il a l'air de pas du tout aimer Lucille, qui les attend dans la grande maison pourrie. Et ça, moi je dis, il faut toujours suivre l'instinct des animaux. Si un animal n'aime pas une personne, ça pue du cul. En tout cas dans les films. En général, c'est Ouais, pour une bonne raison et parce qu'après il y a des animaux qui aiment personne, oui, genre, genre le mien quelqu'un qui est triste. et à ce moment-là, je trouve qu'on a de nouveau un petit, rappel du fond obsessionnel de Lucille. C'est parce qu'elle a un trousseau de clés et elle fait une fixette dessus, elle veut absolument pas les lâcher du regard. Alors on comprend aussi qu'elle veut pas que Edith se balade, partout dans le manoir, mais elle a quand même des tendances ultra obsessionnelles. Mmh. On sent qu'il y a quelque chose à cacher quand même, Ouais, puis elle est on sent qu'elle est pas nette. Enfin, faut le dire, à un moment donné, Thomas et Lucille sans se retrouvent déconner! tous les 2 à un moment donné, pendant qu'Edith, va prendre un bain, je crois et ils discutent de l'argent qu'ils attendent, de l'héritage d'Edith. Voilà et puis, Lucille fait aussi un petit commentaire sur le fait qu'elle avait abandonné ce putain de chien et qu'elle a un peu les boules qu'il soit revenu. Pauvre petit père donc nouvel Oui, elle instant essaie de le fantôme. crever, ouais. Ouais, nouvel instant fantôme, pendant que Edith prend son bain. Un fantôme qui a l'air de vouloir la prévenir parce que si je me souviens bien, il lui dit, «Pars» ou «Ne reste pas», un truc comme ça. Il Je sais pas s'approche parce que je suis d'elle pas et très il attentive disparaît. quand il y a les fantômes, ils me Ah, font c'est vrai que tu la trouille. flipper. Mais en gros, Ah ouais, il la prévient et il doit lui dire, de se barrer, globalement. c'est celui qui rampe au sol qui est rouge? Non, C'est lequel? c'est, alors on le voit pas précisément, mais je crois que c'est celui qui a une hache dans la tête. Ah, Ah, c'est pas mais il est une pas hache, rouge? c'est, je sais plus. Si, il est rouge, hein, je crois. Ouais, Ouais, je sais si, si, pas, je crois. mais oui. Si, si, ils sont rouges. Si, parce que les sauf si je dis une connerie et ça arrive des fois. Il me semble que de toute façon, tous les fantômes de Crimson Peak sont rouges. Je crois aussi parce qu'ils sont enterrés dans l'argile rouge. Mmh. Très spécifique. Au Ouais. même titre que sa mère qui est morte, choléra, Marlin et qui cu je sais plus parler, et qui Prendre a son été temps. enterrée dans un cercueil noir, elle est toujours en noir. Ouais, c'est possible que ce soit lié à ça. Voilà. Lucille Donc sert ce son petit cinéma. thé du soir à Edith pour qu'elle fasse un bon gros dodo. Tu vois déjà son instinct l'avertit vu que son premier réflexe c'est de dire: «Ouh là, c'est un peu amer ton truc là». Le thé. Ah ouais, Bref alors donc du coup, trigger warning quand même, des gens qui se font droguer à leur insu, hein. Je préfère, c'est tout. oui, oui parce qu'il y a une petite surprise dans le thé. Visiblement elle s'endort, C'est un très, très ingrédient vite. secret. Voilà, on se rendra compte que tous les soirs elle s'endort, étonnamment très vite, et puis elle se réveille le matin en n'ayant aucun souvenir de ce qui s'est passé. Ce qui est le cas là. Donc elle retrouve, Lulu, dans la grande salle, du manoir qui est en train de faire du piano et à ce moment-là, on a une petite indication sur, qui sont, les 2, enfin Lucille et Thomas vu qu'elle lui explique en gros,
qu'ils ont grandi, enfermés dans le grenier après avoir, subi quelques violences de leur mère. Donc on commence à comprendre qu'il s'est passé des trucs dans ce manoir et une nouvelle obsession encore de Lucille débarque, vu qu'elle lui demande s'ils ont consommé leur mariage et c'est vraiment un sujet qui semble important pour elle. Ouais. Ce qui est honnêtement pas très sain, hein, de Oui, demander tous les 4 oui, matins à ta vas-y avec belle-sœur ton frère, si vous avez ouais, bof, ouais, pas ouf. ouais, je suis d'accord, faites pas ça. Non, Voilà. non, hésitez pas à nous demander pour plus de conseils Oui, familiaux, mais là, non, c'est non. non, ça faites pas ça. Pas pas ouf les repas de famille après. Ouais, puis globalement, Puis même c'est chelou. Faites pas ça. ouais, 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 ouais. Ça aurait pu Parallèlement à tout ça, alors parce que j'ai pas spécifié, mais le manoir, il est en Angleterre et Edith habitait aux États-Unis, ouais, donc elle est loin, loin, loin de à chez New elle. York. Donc elle est très loin de chez elle et en fait, on a, quelques petits, flashs par moment de ce qui se passe à New York et là, Alan, il comprend clairement que Edith s'est faite berner, vu qu'en fait, il assiste au notaire qui, revend, en 4e vitesse tous les biens de papa et qui, doit envoyer le plus vite possible l'argent à Edith. Ouais, tu sens qu'il y a anguille sous roche. Ouais, il y a besoin de finances et c'est un peu louche. Donc elle fait un peu le tour du manoir pour se familiariser avec les lieux et elle rencontre encore un fantôme qui disparaît un peu rapidement et là, elle arrive dans l'atelier de Thomas dans lequel il sculpte des trucs, un peu Ouais, je sais glauques, pas, si mon avis vous il a des intéresse. activités manuelles un peu chelous, ouais. Ouais, C'est des petites marionnettes, des automates. Il fait des automates parce que du coup, c'est lui qui invente ces machines et donc il s'y connaît un peu en automatisme et il fait des espèces de petites poupées, des automates un peu dans ce bizarre. ouais, c'est un peu flippant, un peu cabinet des horreurs quoi, si tu veux mon avis. Ouais, c'est du Guillermo del Toro. Donc elle rentre dans son atelier, ils discutent un peu et à ce moment-là, il se passe un truc parce que alors on sent que, bizarrement, il a développé un vrai attachement à elle, là où avant il simulait. On a l'impression que là, c'est plutôt sincère et d'ailleurs, ça ne trompe pas vu que, immédiatement après, il commence à entamer une relation sexuelle, puisque j'ai pas le droit de dire baiser, visiblement. Oh bah, pourquoi? Je sais pas, tout à l'heure, tu as pas dit qu'il fallait pas que je parle mal? Ah non. Bref, donc il commence à vivre un moment pré-sexe un peu torride, tu vois? Ouais, parce que juste il se roule, des pelles, hein. Mais en tout cas, Lucille intervient très rapidement en faisant énormément de bruit Elle arrive. On l'entend arriver de loin. et elle apporte un petit peu de thé, qui fait dormir à Edith. Donc Edith se retrouve de nouveau à faire un gros dodo sans comprendre ce qui s'est passé. Bizarrement, à chaque fois, avant, elle a bu du thé et là, elle se réveille un peu au milieu de la nuit. Elle a pas dû boire assez de thé et il y a un fantôme, qui se balade, pas loin d'elle et qui, notamment referme un peu violemment une porte qu'elle avait l'intention d'ouvrir et quand elle réinsiste, elle se rend compte que derrière cette porte, il y a des boîtes qui contiennent des pellicules de films, je crois. Alors c'est des pellicules, c'est des bandes, pour phonographes, hein, si je Voilà, dis pas de c'est ça. conneries. C'est ça et en fait, le fantôme avait probablement envie qu'elle les voie et c'est peut-être pour ça qu'il a insisté sur cette putain de porte. Ouais. Deuxième fantôme où, c'est toujours le même, je sais pas trop les reconnaître parce qu'il faut savoir que vraiment ça dégouline de sang, enfin d'argile, mais on dirait du sang. C'est Heu, rouge. voilà, il rampe sur le plancher et il se traîne vers elle, c'est abominable. Donc elle, flippe un peu sa race et elle court dans l'ascenseur en emportant le chien et elle se retrouve au sous-sol du manoir, là où il y a toutes les cuves d'argile. Donc en fait, c'est des grosses cuves, qui sont enterrées dans le sol et dans lesquelles il y a, cette espèce de, d'argile liquide rouge, un peu dégueulasse et un peu sanguinolent. Bref, donc elle quitte ce sous-sol pour aller retrouver, Thomas dans le manoir et elle lui demande si quelqu'un est mort. Donc, elle lui dit qu'elle voit des choses, qui la laissent un peu songeuse. Il balaye un peu le sujet et en gros, il l'envoie balader. Déjà, bon, ça indique qu'il y a un truc qui pue, Pas très bienveillant, hein. exactement et en fait, en fouinant un peu, elle se rend compte que le nom du lieu, c'est pas le nom qu'on lui a donné à son arrivée que j'ai déjà oublié, mais c'est Crimson Peak et qui parle anglais, tu sais ce que ça veut dire Crimson Peak? Crimson, c'est, écarlate, donc c'est la fausse écarlate. Voilà, donc c'est un nom un peu, pas cool pour désigner l'endroit. Parce que de toute façon, le manoir est sur une, fosse d'argile rouge et il s'enfonce et d'où le petit surnom, enfin, c'est un peu Exactement, exactement, donc on retourne rapidement du côté
de New York, avec Alan qui s'inquiète parce que, bah, il a plus aucune nouvelle de Edith. Il sait pas trop ce qu'elle devient et le fait que, rapidement tous ses biens aient été vendus et que son argent ait été envoyé très vite, chez les Sharp, ça lui fait un peu peur. On retourne chez Edith qui se réveille de nouveau en catastrophe sans trop savoir comment elle a atterri là et cette fois elle crache du sang, donc ça commence un peu à puer la merde. C'est très mauvais signe. Voilà et il y a Pas de médecin, nouveau un mais fantôme qui débarque et qui cette fois la touche directement et en fait, il y a un petit flashback, pour lui montrer, comment elle est morte. Voilà et de nouveau elle lui dit, «Là, il est temps que tu te casses, ma cocotte, quoi». mmh, franchement, ils sont sympas, hein. Ouais, non mais en fait, ils sont terrifiants, mais ils sont pas là avec une mauvaise intention. Ils sont terrifiants parce qu'ils sont morts dans des conditions terrifiantes. Mmh. En sortant de sa chambre, et en essayant de trouver, je sais pas, quelqu'un, elle se rend compte que, Loki descend les escaliers et visiblement il a pas passé la nuit avec, elle, il a plutôt passé la nuit, Ailleurs. en compagnie de sa sœur, vu qu'ils ont l'air d'arriver en même temps, ce qui est un peu étonnant, mais peut-être qu'ils aiment bien, je sais pas, jouer aux échecs tous les 2. Lucille, la rassure, Edith en lui disant: «Écoute, tu dois être un peu malade, tu as des alus, tu es peut-être un petit peu zinzin, prends du thé, repose-toi et tout ira mieux». Donc ils commencent à Hyper flipper un bienveillant. peu, voilà, ils commencent à flipper un peu tous les 2 parce qu'ils se rendent compte que, bah, non seulement Edith, elle se pose des questions, mais en plus, bah, il y a un truc, qui semble un petit peu la diriger vers la bonne voie. La bonne voie étant qu'ils ont l'air d'être un peu des meurtriers, ils ont l'air d'avoir un peu tué leur maman, notamment. Quoi? Que qu'entends-je? Oui, continuez. Je continue, donc Edith et Thomas en fait Thomas, j'en ai pas trop parlé parce qu'on s'en fout, Ouais, mais il continue en fait, d'essayer de fabriquer sa machine de merde là, de pour, merde. récupérer Ah, eh, mais l'archive putain, on est en synchronisation. C'est beau. et il a un peu de matos qui l'attend au bureau de poste, donc il en profite pour y aller avec Edith qui veut voir si elle a du courrier. Donc ils partent tous les 2 au bureau de Alors, poste. il y a pas que ça. Pardon, je te coupe. Coupe-moi, je t'en prie. Elle va aussi au bureau de poste parce que, comme elle est un petit peu, sous le coup du thé et tout ça et commence à être un peu, il lui suggère que peut-être qu'il faudrait qu'elle prenne l'air et Ah donc bah peut-être qu'il faudrait qu'elle, sorte un peu de ce manoir parce que peut-être que la solitude, et tout ça, ça fait des gros changements pour elle et je crois que c'est Thomas Sharp qui lui suggère de venir avec elle. Lucie, elle est pas pour du tout. Elle est ouais, en mais mode, «Non». on sent qu'il commence à, il commence à changer. Il y a un petit revirement, dans son comportement. Ouais, lui, il y a un peu de regret et du coup, il insiste lourdement pour qu'elle, vienne avec lui au bureau de poste et qu'elle, pendant, bah, je sais pas combien de temps ça peut prendre leur voyage de merde là, mais pendant peut-être, 1 ou 2 journées, elle puisse, respirer un peu. Exactement. Donc il se retrouve, en fait, il se retrouve dans ce bureau de poste et comme dehors c'est la tempête de neige et que les routes sont impraticables, elle propose de rester sur place vu qu'il y a un hôtel. Comme ça, ils dorment là, puis le lendemain matin, la tempête sera un petit peu passée et ils pourront rentrer tranquillement. J'ai déjà lu une fanfiction comme Comme nous toutes. on est toutes passées par là. Voilà. Donc ils se retrouvent tous les 2 dans une chambre d'hôtel, ils discutent un peu. On sent qu'il y a quand même, mine de rien, une entente qui est là, qui existe. Donc il y a tout enfin, il y a une petite discussion un peu philosophique sur le fait que, en fait, chacun peut choisir, quelle voie il prend dans la vie. Enfin bref, on sent un petit peu le comment dire? Les appels de phare qui sont faits à Thomas, genre: «Tu sais, tu peux choisir quelle est ta voie, tu peux choisir de pas tuer des femmes». C'est un Par peu exemple. gros, mais bon, c'est bien gentil et puis les choses, en amenant d'autres, c'est l'instant baise. Oh! Oh! Mon Dieu, elle a Oh! dit un gros mot. Elle a dit un gros mot! Ce qui est alors c pour le coup, ce qui est vachement intéressant dans cette scène, en dehors de l'acte en lui-même, c'est que Tom Hiddleston, il est filmé comme d'habitude on filme les femmes. C'est ce Genre que j'allais c'est dire, il est lui filmé qui est à comme une meuf. poil exact, c'est lui qui est à poil, c'est ses fesses à lui qu'on voit. C'est un plaisir. Merci Guillermo del Toro. C'est lui qui a des gestes un peu tendres et cetera. Enfin vraiment, elle est tout le temps très habillée. On voit, à peine, un petit morceau de ses jambes et tout et je trouve que ça rend hyper bien et du coup, c'est aussi ce genre de scène qui me dirige vraiment vers l'idée que ce film, il dénonce un truc, dans le traitement du genre féminin. Et elle le top. Oui, 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 bon ça après bon
Non, mais C'est ça en fait, arrive, mais si, oui, parce oui, que non, c'est mais elle qui ça domine. arrive, sauf que hein? Non, mais C'est elle qui en domine. vrai, il faut le dire, en principe, les scènes de sexe dans les films, encore plus quand tu es sur une époque victorienne, ou autre, où, voilà, c'est très, ils veulent être vraiment, tu sais, ils prennent l'excuse de la réalité, de l'époque, pour faire genre, c'est le mec qui domine, c'est le mec qui est incroyable, c'est machin. Et là, enfin là, ça inverse les rôles en fait. Non seulement Tommy Hiddleston est filmé comme une femme lors des scènes de sexe, et en plus, elle inverse le rapport force, Bah, de si je force, puis dire. oui. Ouais, Oui, c'est lui et qui se retrouve, en position d'être dominé. ben oui, alors que ça n'arrive jamais, c'est toujours le même, excusez-moi, mais vous êtes pas très inventif dans vos scènes de sexe. C'est toujours la même position et c'est toujours le mec qui est au-dessus, et voilà, et là, voilà, c'est vraiment, j'aime bien. Pourtant, Ouais, je ouais. trouve que les scènes de sexe, elles sont, enfin, pour moi, ça a pas souvent, de, comment dire? D'intérêt, heu, mais là, j'aime bien. Bah, là, elle est plutôt justifiée parce qu'en plus de Mmh. montrer le fait qu'il y a clairement, en fait, un jeu qui est instauré entre les genres dans ce film, bah, c'est en plus une scène qui va être charnière après dans sa relation avec Lucille, parce que ça va la faire vriller et voilà. Parce que, rappelons-le, une des préoccupations, principales de Lucille, C'est la sa vie sœur, sexuelle de son frère. c'est de savoir s'ils ont baisé. Voilà. Alors pendant cette petite, chevauchée, si je puis dire, il y a Alan qui a compris, ça y est, ce qui était en train de se passer. Il a récupéré, les infos que papa avait. Il sait que Thomas, il est déjà marié et là maintenant il a compris. Il a mis du temps, mais il a compris. Donc là, il y a un peu urgence, il sent que sa pote, elle va se faire zigouiller d'un instant à l'autre. Mmh. Donc lors du retour au manoir, là, Lucille, elle est vénère. Là, Lucille, elle est hors d'elle. Ils ont passé la nuit dehors. Elle comprend qu'ils ont consommé. Elle est pas contente du tout. Ça va plus là. Allez, chafouin. Voilà, exactement. En plus, elle voit que Edith a reçu des lettres, dont une d'Italie. Ça a l'air de la préoccuper un peu. Pendant un bref moment d'inattention, je sais plus ce qu'elle fout, on s'en fout. Edith, elle Oh, en elle est profite partie faire pour quelque prendre une chose parce clé. qu'elle a fait cramer la bouffe. Ah oui, c'est ça, voilà. Donc, Edith, en fait, prend une clé sur le trousseau de clés, innombrables que possède, Lucille et putain, coup de chance, la clé qu'elle a récupérée, dessus, il y a écrit Enola et v'là-t-y pas que la meuf qui lui a envoyé une lettre d'Italie, elle s'appelle Enola aussi. Incroyable quand même. Mmh. Avec cette clé, elle a re là, c'est un soit j'ai pas compris un truc, ce qui serait pas étonnant, ce serait pas la première fois, soit c'est un peu tiré par les cheveux, mais en fait, avec cette clé, elle arrive à ouvrir un coffre au sous-sol sur lequel il y avait écrit en gros Enola et elle Mmh. récupère dans ce coffre des documents avec un phonographe, c'est ça? Oui. C'est pas un peu, genre, trop facile? Ou genre ridicule? Qui met des documents comme ça importants, dans un coffre avec écrit Enola dessus, avec le même nom sur la clé? Bah, en fait, je pense que tout simplement, ils comptaient sur la puissance du thé, et puis, sur peut-être le fait que les autres filles étaient plus dociles, plus naïves, et donc elles sont peut-être mortes plus vite d'ailleurs, et sans avoir eu le temps de fouiner, et en plus les autres, peut-être qu'elles voyaient pas des fantômes. Oui, mais qu'est-ce que le coffre, il fout dans le sous-sol comme ça, au milieu des cuves? C'est complètement con. J'en sais rien. Ah, c'est pas moi qui ai loupé une information importante. C'est Non, complètement mais con. là, je sais pas. OK, Voilà. OK, bon, bah, d'accord. Ah bah, d'accord. Donc petit instant un peu, pas vaudeville, mais pas loin, où Lucille se rend compte qu'il lui manque une clé. Donc elle court après Edith dans tout le manoir. Edith, cache, discrètement le fait qu'elle a marché dans l'argile avec une couverture. Elle dit à Lucille qu'elle est un peu malade. Elle demande son courrier, elle demande de l'eau. Pendant qu'elle prend de l'eau, l'autre lui remet la clé. Hop, ni vu ni connu. Bon, voilà, chacun récupère ses trucs. Moi, je la croyais plus intelligente que ça, Lucille, mais apparemment. Ouais, moi aussi, mais apparemment pas tant que ça. Donc bref, une fois que Lucille s'est barrée, Edith en profite pour écouter le premier enregistrement sur le phonographe et c'est une femme qui explique, ça aussi je trouve ça un peu bizarre, que, son bien-aimé, comme elle l'appelle, Thomas Sharp, l'a empoisonné pour ensuite voler son argent. Enfin lui a volé son argent puis ensuite l'a tué via un empoisonnement, à long terme, quoi. Et ça aussi, encore une fois, hein, j'ai peut-être loupé un truc, mais quel intérêt? Parce que Thomas est présent dans cet enregistrement. Il lui pose des questions.
quel intérêt d'enregistrer une femme qui témoigne du fait que tu as contribué à la tuer? C'est très bizarre. Non, mais il y a plusieurs enregistrements. Elle le fait en plusieurs fois. La première fois où elle Oui, enregistre, au début, tu sais, c'est tout mignon, c'est machin, c'est oui. «Hi, regarde, je m'amuse avec mon phonographe, dis quelque chose». Et après, elle se sert du phonographe pour dire de dénoncer les crimes d'Écharpe. D'accord, et il est pas dans les enregistrements d'après? Non, Ah bah, autant pour moi, non, mais voilà, au moins il y en a une qui regarde les films. dit-elle. Alors, ce qui fait chier, c'est que comme il y a encore une tempête de neige, elle peut plus du tout quitter le manoir, elle est un peu coincée. Et là, bah, Lucille et Thomas, ils se rendent compte que, ben, ils l'ont un peu dans l'os. Donc Lucille veut absolument la forcer à finir son thé pour, la finir tout court. Et là, Thomas, il intervient. Il veut pas du tout que Lucille la bute. Suite à ça, Edith, s'est encore, payée un petit repos parce que, il y avait pas que du poison dans le thé, il y avait aussi du poison dans sa putain de soupe. Quand elle se réveille, elle se retrouve de nouveau en face d'un fantôme qu'elle avait déjà vu avant et ce fantôme lui indique une porte. Lorsqu'elle ouvre cette porte, elle se rend compte que Thomas, il est en train de coucher avec sa frangine. Voilà, donc on a une belle scène d'inceste face à Edith. C'est un peu, en gros, Dégueulasse. qu'on présage depuis qu'ils ont emménagé dans le manoir parce qu'on se rend bien compte que Thomas, il a jamais passé une nuit avec sa femme. Si à un moment donné, il y a une fois où elle se réveille à côté de lui. Oui, mais bon, Oui, bon, quand tu pas globalement, regardé le film. il a pas l'air très présent, hein, dans le lit conjugal. Et Lucilla, elle a l'air d'être un petit peu satisfaite que, Edith les ait vus. Ouais, il y a un peu une histoire de je pense d'asseoir son truc en mode, «Tu peut-être consommé une fois, mais regarde, Oui, c'est moi à je moi me le qu'il tape tous les m'appartient, ouais. soirs». Ouais, il Et m'appartient, ouais. Et bon, elle finit quand même, très, très en colère et elle attrape Edith et elle la jette du haut d'une balustrade, pour essayer de la finir, en fait. Et bien sûr, elle n'oublie pas de lui arracher sa bague du doigt. Parce qu'on se souvient, Lucille est obsessionnelle. Elle veut récupérer sa putain de bague. il faut lui rendre le traumatisme. Exactement. Juste après ça, enfin, juste après, un petit peu de temps après, Edith, encore une fois, après un blackout, se réveille. Elle est dans un fauteuil au milieu du salon et il y Après a un Alan. blackout, c'est-à-dire Oui, elle est tombée du troisième étage et elle oui, s'est pris une elle est tombée rambarde de dans le dos, hein. oui, bon, bon, écoute et Elle a voilà. quand même une constitution assez solide, hein, parce que je pense que moi je serais morte, hein. Ouais, ça, c'est les femmes américaines, ça. Et quand elle se réveille, en fait, Alan est là. Il avait fait le voyage pour la retrouver, donc il est là, il la soigne. Il comprend bien que, si elle est dans cet état, c'est pas, la faute du hasard, hein. C'est parce que, Thomas et Lucille, lui en font voir un peu de toutes les couleurs. Donc il explique en gros qu'il va partir avec elle. À ce moment-là, Lucille, elle, pète un plomb. Elle se met à vouloir les tuer tous les 2. Ah ouais. Et en fait, Alan, je sais pas ce qu'il a en tête à ce moment-là, s'il veut la provoquer ou s'il veut la menacer, je sais pas. Mais en gros, il lui explique qu'il a vu tout son historique, donc il sait qu'elle a tué sa mère, quand elle était dans sa baignoire avec une machette. Il sait que les 2 ont été séparés et puis placés. On comprend qu'elle a dû être, elle, placée dans un institut qui a probablement aggravé ses symptômes, de démence, de folie, enfin, je sais pas comment appeler ça autrement. Étonnamment, Ouais. ça la calme pas. Étonnamment, ça l'énerve. Donc Moi je comprends pas parce que c'est un ouais, diagnostic, posé par un médecin, oui, voilà, puis bon, il lui déballe son historique personnel, «N'aie pas honte de ta ouais, vie, Lulu, c'est pas de ta faute». ouais. Donc elle blesse Alan et puis elle demande à son frère de le finir. Thomas qui est en train un petit peu de faire un revirement de conscience, qui a pas envie de le tuer, donc il lui dit: «Non mais tu es médecin, vas-y dis-moi où est-ce qu'il faut que je te, poignarde, pour pas que tu meures?» Enfin bon, bref. Donc il le blesse, mais il le tue pas et pendant ce temps-là, ça c'est le geste impardonnable à mon sens, Lucille elle bute le chien et ça c'est non. Ça c'est non. Ça c'est non. Voilà. Donc Lucille, tu es coupable, une en prison. connasse. Voilà. Non Hop, mais scandaleux. Je veux dire avant, ça y elle est. avait des circonstances atténuantes, d'accord? Voilà, donc là ça va s'accélérer, on arrive vraiment à la fin du film. Loki, il met Alan à l'abri parce qu'il a compris que, ça reste un ami d'Edith et puis il a envie d'être une bonne personne. Il va chercher Edith qui a été récupérée par, Lucille, qui l'a, attachée à une chaise. Donc Lucille, elle essaye de l'humilier, elle brûle son manuscrit et cetera. Et du coup, elle déballe un peu à Edith leur, bah, le modèle habituel de leur crime. En gros, ils cherchent des femmes qui sont seules, qui ont pas trop d'espoir
mais qui sont riches et ensuite, une fois qu'ils ont perçu l'argent, ils les butent. Voilà et là, il y a eu un grain de sable, dans leur, machine de mort puisque, vraisemblablement Thomas, il est tombé amoureux de Edith, là où les femmes précédentes, il avait pas du tout d'attachement pour elles. Mmh. Et on apprend aussi par la même occasion que c'est Lucille qui a tué le papa de Edith. Donc Edith, elle est très fâchée. Si, Heu, ouais, 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 elle se démerde bien, quand il s'agit de tuer des gens. Donc symbole fort, Edith arrive à récupérer le stylo que son papa lui a offert et elle blesse Lucille avec, ce qui lui permet de se barrer. comme si C'était quand même c'était pas inutile son du père coup, ce stylo. qui l'aidait. Ouais, il y a un petit côté genre, ton héritage, c'est pas que ton argent, quoi. Enfin, je sais pas trop. Il doit y avoir un symbole. Ouais, encore une fois, on n'a pas fait d'études de cinéma, enfin moi personnellement. Ouais, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mmh. Soit pas beaucoup. Me faites Bon, pas mes blagues! autant pour moi. Thomas débarque, pour essayer de sauver Edith, alors qu'il sauve rien du tout parce qu'il sert à rien en fait, comme tous les mecs, de ce film. C'est-à-dire: «Mais putain, arrête de me piquer mes blagues! J'arrête, j'en ai marre, pique mon job!» Donc il brûle, les papiers de succession. Comme ça, il est sûr de pas, enfin que sa sœur, si elle reste en vie, ne touche pas l'argent de Edith. Parce que Heu, Edith, Lucille avait fait signer de force, les papiers de succession. ouais, ce qui est enfin ça encore une fois, c'est un truc que je comprendrai jamais, genre, imite la signature des gens. Qu'est-ce que tu te fais chier? Franchement. Bah oui, enfin, Il suffit à attacher une meuf, à la menacer pour qu'elle signe un paplard et tout, enfin imite. Le notaire, pas il comme va y s'il y voir du avait feu. des gros, des gros moyens pour, identifier, l'autre il est même pas foutu de voir que, le mec il s'est fait latter la gueule sur un lavabo, il dit qu'il a glissé. Ah oui, De donc ça devrait aller effectivement, on n'est pas dans les experts à Miami, quoi. Je suis pas sûre qu'il y ait de graphologue. Oh peut-être, hein, Oh peut-être. Ouais, mais mais est-ce bon que ça si fait pas tu partie des sciences occultes? ouais, bah, des sciences un peu enfin c'est oui, les sciences, de clown là, les fausses sciences. Comment ça s'appelle? Mmh. Je sais plus. Bref, parce qu'on arrive à la fin là, maintenant c'est tendu là. Attention, ça Vas-y, c'est s'accélère, tendu. Tin, ça tin, tin, tin. s'accélère. Musique de Voilà. suspense. Je Donc ils se préfère le battent un générique. peu, Lucille et Thomas se battent un peu. Elle finit par le buter parce que de toute façon, comme il est amoureux d'une autre femme, elle en a plus trop l'intérêt et Edith, encore un move que je comprends pas, elle fait demi-tour pour aller aider Thomas qui de toute façon est déjà mort. Ensuite, elles se coursent l'une après l'autre. Alors, en fait, c'est Lucille qui court après Edith dans les allées du manoir et alors, à ce moment-là, c'est plutôt marrant parce qu'en fait, elle a plein de vêtements, un peu vaporeux, blancs et donc quand elle court, on dirait 100 un fantôme. Oui, c'est très beau. Ouais, c'est beau, c'est un Marrant peu parce que non, mais il y a féminin. une ouais, mais il y a encore une fois une symbolique avec la couleur des fantômes. Si on avait fait des études de cinéma, peut-être qu'on pourrait vous dire un truc hyper intelligent, mais on n'en a pas fait encore une fois. Donc on va juste dire que les fantômes morts à Crimson Peak sont tous rouges. Le fantôme de sa mère est noir parce que c'est le dernier souvenir qu'elle a de sa mère et elle, elle passe pour un fantôme, mais elle est habillée tout en blanc. Oui, en fait, elle est vivante donc hem, je Oui, pense quand même. que oui, non, mais je pense qu'effectivement, la symbolique, c'est qu'elle est représentée comme un fantôme parce que finalement, elle est plus vraiment vivante, particulièrement après la mort de son frère. Parce qu'en fait, on se rend compte que son frère, c'est la seule chose qui la maintenait en vie. Tout ce qu'elle a fait, c'était alors par amour incestueux, on est d'accord, mais par amour pour son frère. Même elle explique, que, elle en est venue à développer, des accès de violence et des accès d'amour par besoin de protéger son petit frère et je pense qu'à la seconde où il meurt et en fait, qu'il soit mort ou qu'il soit amoureux d'une autre femme finalement, pour elle, c'est un peu la même chose et le fait qu'elle l'ait perdu, définitivement ça l'éloigne, du monde des humains, quoi et elle devient plus que, traumatisme, haine, chagrin et cetera. Alors les 2 survivantes se retrouvent dans le sous-sol du manoir. Alors, encore un détail, que je trouve, chelou, Lulu, elle avait planqué la machette qu'elle a utilisée pour tuer sa mère dans une petite trappe dans le sous-sol. OK, pourquoi pas. Donc Edith, elle a un petit couteau pour se défendre et Lucille, elle a une giga machette. Donc elles se courent, l'une après l'autre. Elles se battent un peu, elles se retrouvent dehors
À ce moment-là, Edith, récupère une pelle, enfin bref, je vous épargne un peu les détails parce que c'est chiant. Enfin, c'est pas chiant à regarder, mais c'est chiant à raconter et au Ouais. moment où on pense que Lucille va, définitivement zigouiller Edith, il y a le fantôme de Thomas qui apparaît derrière elle, qui fait rien, qui fait rien du tout, mais ce rien du tout suffit un peu à désarçonner, Lucille, qui permet donc à Edith de lui défoncer la gueule à coups de pelle. Ouais, ça c'est plaisant. Voilà et donc après elle repart, elle récupère, son pote, Alan le docteur et puis, elle a plus qu'à quitter le manoir et à retourner chez elle. C'est finalement une final girl de film d'horreur. Oui. Il y a quand même quelques clichés qu'on retrouve. Et on revient du coup à la scène du début où on la voit, Oui, effectivement, la scène de fin et la scène du début. Quand on la voit, toute, immaculée, blanche dans un fond blanc avec, du sang partout sur elle. Voilà pour Crimson Peak et c'est un film que tu avais rajouté toi à la liste parce que je crois que c'est un film que tu aimes beaucoup. même si certains fantômes me font flipper. Oui, j'aime beaucoup, après j'aime bien les films d'horreur, mais Moi j'aime aussi. beaucoup ce film. Je trouve en fait, il y a une grosse part d'esthétique déjà qui me plaît et puis c'est pas une histoire de fantôme comme, enfin hyper classique comme on pourrait en avoir, là vraiment en fait il y a un côté hyper poétique et hyper bienveillant du côté des fantômes et j'aime bien. Ouais, je suis d'accord, ils sont pas en fait, ils sont pas là en tant que fantômes, ils sont là en tant que prétexte. Bah, ils sont pas là en tant que fantômes, méchants Oui, ou malveillants en fait. ouais, exactement, ils sont des stigmates en fait, du passé, c'est plutôt intéressant. Mmh. Voilà. Du coup, je vais repasser rapidement sur le profil, des personnages féminins parce que, maintenant qu'on a balayé le film, en fait, il y a des trucs qui ressortent. Je trouve notamment sur le personnage de Lucille finalement qui est, en fait, je suis un peu mitigée sur le personnage de Lucille. Parce que, bon, on commence par nous la présenter, ça je l'ai dit au début, comme quelqu'un d'ultra bizarre, probablement folle, et je trouve que c'est toujours un peu risqué de présenter un personnage comme ça, parce qu'il y a toujours un délire un peu psychophobe, qui se cache derrière. Et en fait, petit à petit, Guillermo del Toro, il va faire entrer son côté obsessionnel, tu vois? Bah, c'est ce que je te disais, il y a la bague, il y a les clés, il y a l'obsession pour son frère. Elle a aussi, des petits tics de langage un peu qui peuvent rentrer dans ce côté obsessionnel et en fait, j'ai beaucoup parlé de traumatisme au début parce qu'on se rend compte que cette folie qui la caractérise, elle découle directement des traumatismes qu'elle a vécus et le premier de ces traumatismes, c'est finalement sa mère maltraitante. Mais après, elle a revécu le traumatisme, la séparation avec son frère, probablement, même si c'est à peine suggéré, la maltraitance, des institutions et cetera. Donc en fait, ça reste quand même quelqu'un qui en a chié dans sa vie. Après, là où moi j'ai un peu plus de mal et de réticence sur la façon dont le personnage il est écrit, c'est qu'en fait, tu as quand même une meuf, hem, qui va vouloir buter une autre meuf parce qu'elle est jalouse, parce que cette autre meuf veut lui piquer son Ouais, il y a mec. ce trope de la jalousie est quand même, hyper présent et comme je le disais au début, en fait, le schéma, sœur jalouse, heu, Les femmes jalouses, c'est bon quoi, ça va. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est plus souvent les mecs, hein, qui tuent leurs femmes, par jalousie que l'inverse. c'est vrai. Voilà, Allez, ça c'est dit, ça c'est fait et tout c'est dit. pareil, je me permets quand même aussi de le souligner, le trope de la folle ou du fou, qui finit par massacrer des gens. Moi, C'est j'ai un toujours peu de les mêmes. mal. Ouais, non, mais j'ai un peu de mal avec ça, en fait. La vérité, c'est que la plupart des gens qui sont fous, ben, ils sont plutôt victimes de la violence, du monde en général et c'est vrai que dans les films, par simplicité, on a toujours, recours à ce truc de: «Bah, oui, mais, il ou elle est, tu sais, psychopathe, schizophrène, il a un trouble de la personnalité et cetera, donc c'est pour ça il tue des gens». Et moi, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à supporter ce genre de facilité scénaristique qui me fatigue de l'extrême, en fait. C'est ça. Et ensuite, on a le personnage d'Edith. En fait, c'est un personnage assez cool, hein, qui transcende un peu les rôles genrés, Bah, mais déjà, je on la part sur trouve un une peu fille fade. intelligente. Alors je pense que je sais pas si c'est fait pour, en fait, heu, mais on part, oui, elle est fade, mais je pense que, c'est fait pour faire croire au début que, ben
c'est une, petite fille gâtée, fragile et tout ça, alors qu'en fait elle est hyper intelligente, heu, parce que vraiment elle arrive à, là où d'autres ont picolé le thé, jusqu'à crever, elle vraiment bon, elle est un peu dead, certes, mais tu sens quand même que elle arrive à connecter les pièces, ensemble assez rapidement et toute seule. Après bon, je reviens sur le fait de dire qu'elle a de l'aide. Est-ce que l'aide, c'est pas dans sa tête? Honnêtement, il y a qu'elle qui voit les fantômes. Est-ce que c'est pas elle qui s'imagine des fantômes alors qu'en fait elle fait la connexion toute seule, tu vois? Ouais, ça c'est possible. Après, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté effectivement, entraide féminine heu, qui est plutôt chouette. Le fait que ce soit les fantômes des femmes qui apparaissent pour, la mettre en garde et tout, c'est plutôt chouette et alors moi je dis qu'elle est fade, parce qu'elle manque un peu d'aspérité, elle a l'air, si naïve, si douce, si belle, si parfaite, mais ça reste quand même, enfin, en vrai, ça reste, l'héroïne du film. Elle se débrouille toute seule, elle dépend de personne. Elle survit toute seule grâce à elle-même. Elle sauve quand même Alan, qui correspond un petit peu au cliché du prince charmant. Hem et en fait, c'est une femme qui a toujours essayé plus ou moins, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous la montre, de trouver sa place dans un monde assez misogyne, que ce soit par, l'écriture de son manuscrit, heu, que par, la perte de sa maman ou, même, du coup, l'environnement hostile dans lequel elle s'est retrouvée catapultée après son mariage, bidon. Mmh. Et ce qui la différencie de Lucille quelque part, c'est que, le fait qu'elle se batte, qu'elle écoute les fantômes, qu'elle essaye de s'en sortir, qu'elle lutte et cetera, c'est aussi une façon, je pense, de symboliser le fait qu'elle, elle surmonte les traumas qu'elle a vécus. Que ce soit, encore une fois, hein, la perte de sa maman, et la peur la peur de la revoir, la peur des fantômes dans le manoir, le fait que, elle est quand même, victime, d'un presque assassinat et cetera. Et elle, en fait, elle accepte les fantômes, elle les laisse rentrer dans sa vie, elle les écoute, elle les suit et du coup, ça lui permet d'avancer. Là où Lucille, elle refuse catégoriquement, d'avancer et de passer à autre chose. Elle vit complètement dans son passé, Lucille. Mais je veux quand même revenir alors sur 2 trucs. Le premier, ça va être rapide, parce qu'on en a parlé un peu pendant le déroulé du film, mais c'est l'inversion des rôles traditionnels de genre. Heu, on sent que c'est une volonté vraiment, forte de Guillermo del Toro de switcher les rôles traditionnels. Typiquement, on parlait de la scène, de sexe entre Thomas et Edith, mais il y a aussi le fait que notamment ce soit Lucille, qui bosse, qui organise, les assassinats, la récupération de l'argent et tout, pendant que Thomas finalement, alors je le dédouane pas, hein, il est coupable, mais il est complice plus que, auteur proactif en fait. Et pareil, Alan, il sert à rien, Alan. Il est là, il est beau, c'est très bien, mais il sert à rien d'autre quoi. Mmh. Ah oui, non, Et clairement les 2 voilà, vraiment les 2 personnages, principaux, c'est c'est les 2 femmes. oui, et les hommes, ils servent à rien. Ils sont complètement inutiles. Ils se contentent juste, de suivre le mouvement. Ils sont complètement passifs, contrairement, du coup, à Edith et Lucille, ouais. Et même, tu vois, les violences patriarcales qui sont les plus visibles, notamment les meurtres des épouses de Thomas, c'est essentiellement Lucille qui les commet. Donc même ça, c'est porté, davantage par des femmes que par des hommes. Même si bon, il y a quand même, tout un fil rouge de violences, qui sont bien sûr portées par les hommes, sinon ce serait, pas très logique. Et donc j'en viens, à la théorie que je défends un peu depuis le début. Je vais essayer d'être brève parce que sinon ça va être, un peu lourd, surtout que c'est pas très joyeux. Mais en gros, alors j'explique pourquoi j'ai fait un petit arrêt sur image dessus. C'est parce que en fait, le film met beaucoup en avant les traumatismes et les violences genrées. C'est pour ça que j'en ai parlé, tout le long du podcast et en fait, les traumas qui sont dus aux violences genrées particulièrement, ils sont étroitement liés au féminisme, puisque les identités féminines et plus largement, en fait, les identités, sexisées se sont construites petit à petit, en comment dire? En se basant sur ces traumas et ces violences, mais sans jamais les interroger. Il y a des comportements de contournement qui ont été mis en place. Aujourd'hui, ils sont presque ancrés dans nos ADN alors qu'à la base, ça n'aurait pas dû exister et ces comportements ont été mis en place à cause de traumatismes répétés et
et les résultats de ces violences misogynes, elles sont en plus en général, pas, dénoncées telles quelles vu qu'elles sont, psychiatrisées. Hem, Tu vois, par exemple, ben, les femmes qu'on traite d'hystériques, les mères, solo là qu'on a accusées, par, leur, comportement avec leur enfant de provoquer de l'autisme et cetera. En fait, à la base, ce sont le résultat de violences misogynes. Mais non, on a fait passer ça pour des problèmes psychiatriques et des maladies mentales. Et ça évite de questionner ces violences et surtout de s'interroger sur leurs conséquences et de les corriger, quoi. Je tout ce que tu dis, c'est juste, hein, donc c'est pour ça que je Je te laisse sens que tu sais enfin, pas quoi dire. Ah, c'est dur de non, rigoler là, hein. mais non, en fait, oui, déjà d'une, je vais pas rajouter de conneries parce que c'est hyper sérieux ce que tu dis. C'est hyper intelligent et intéressant. C'est pour ça que je me tais, je te laisse libre cours à Oui, mais exprimer. je te laisse un peu de place au cas où tu as un truc à dire, tu vois? Mais t'inquiète, Non, tu j'ai pas pas obligé de de saisir. conneries à dire là, présentement. Je me doute. C'est pas un sujet sur lequel je ferai une blague, donc non, je t'écoute. Et donc en fait, je parle de ça, des traumatismes et cetera, parce que le film, je trouve, les met énormément en lumière. On a les traumatismes, on a les tabous, et en fait alors, on a au premier plan, la famille dysfonctionnelle de Thomas et Lucille, mais on a aussi un peu en second plan, tous les traumatismes vécus qui peuvent être liés aux changements économiques et sociaux. Et on les voit notamment par le biais de leur pauvreté. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Thomas, il a des idées pour, récolter de l'argile et gagner de l'argent, mais il n'y arrive pas et cetera. Ça reste aussi quelque part une forme de traumatisme de ne pas réussir à maintenir un héritage, pour des gens comme eux. Et puis on a aussi bien évidemment, les traumatismes dont on a un peu plus l'habitude dans les films qui sont liés aux violences genrées, comme par exemple les violences, domestiques. Parce que la mère de Thomas et Lucille, a été déjà elle-même victime de ces violences domestiques. Et la relation incestueuse entre les 2 enfants Sharp, c'est aussi un mécanisme d'adaptation, même si ça reste, quelque chose d'extrêmement grave et aussi, encore une fois, de traumatisant. C'est quand même une façon qu'ils ont eue de s'adapter, face aux abus qu'ils ont subis de leur propre mère. C'est ce que je te disais, en fait, Lucille, elle explique, clairement à Édith que cet amour incestueux entre eux, il est né avant toute chose de sa volonté de protéger son petit frère de la violence de sa maman. Ce qui est hyper dur, en fait. Finalement, Lucille, même si elle s'est transformée en monstre sanguinaire, à la base, c'est une petite fille qui est victime de choses hyper graves et ça, je trouve, c'est un peu triste et bon, je le disais, hein, mais il y a toujours la boucle des violences. Leur mère était victime de violences conjugales et en fait, elle a reporté ces violences sur ses enfants en les maltraitant, puis ensuite en les séquestrant et à leur tour, à cause de ça, ils ont été placés, puis retraumatisés et donc ils sont devenus à leur tour, des assassins de femmes parce qu'ils s'en prennent essentiellement à des femmes, finalement. Ils ont je crois qu'ils ont tué leur père, mais c'est plus, pour pas être dénoncés qu'autre chose et pareil, Alan, ils voulaient tuer Alan, mais c'est plus parce qu'il était témoin, ils en ont pas Ouais, littéralement après lui. c'est une victime collatérale, hein, Alan, c'est vraiment, c'est un Exactement, ouais. témoin gênant, hein, honnêtement, Oui, c'est c'est rien ça. de plus. En fait, ils tuaient essentiellement des femmes. Donc on reste, encore une fois, sur des violences ultra, bah, ultra genrées, quoi, putain. Mmh. Et d'ailleurs, après je vais arrêter avec, les sujets un peu lourds, mais les fantômes, en fait, les fantômes, l'étrangeté, le paranormal dans ce film, ils sont utilisés pour que le public y soit mis face aux expériences traumatisantes de la violence de genre. En fait, on la symbolise par quelque chose de concret et de visible. Mmh. C'est un témoignage exactement, c'est un témoignage visuel et concret des traumatismes du passé vécus par les personnages du film. Et ça, en fait, c'est aussi, Édith qui nous le dit au début, quand elle explique elle-même que les fantômes de son propre bouquin, sont pareil, elle parle de témoignages du passé. Donc elle nous donne, quand même quelques clés. C'est pour ça que je pense que je suis pas totalement tombée à côté du sujet. Et 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 aussi le fait que ce soit des fantômes, parce que ça aurait pu être, je sais pas moi, mais caractérisé par autre chose, mais le fait que ce soit des fantômes, donc des personnes qui sont déjà mortes, il y a un côté un peu intemporel. Tu vois? Genre, bah, ça traverse les âges, c'est pas sur une période limitée. Les fantômes, ils peuvent vivre 1 million d'années probablement. Bah, la preuve, c'est que la mère, Sharp, elle est morte il y a longtemps. Exactement.
Donc voilà, j'en ai un peu fini avec ma lourdeur, sur le décryptage de ce film. Mais en fait, je trouvais important quand même de le souligner parce que en fait, c'est pas qu'un film sur, une nana qui se fait avoir par un mec qui veut son argent. Je trouve que ça cache énormément de sous-textes qui sont éminemment féministes et du coup, je trouve que ce film était vraiment particulièrement un très bon choix. Et même si c'est pas facile quand même, parce que les sujets abordés sont un peu durs, donc il Mais on faut notera que pour une fois, tu apprécies un des choix de film. ouais, Merci, je trouve que le merci film est pas Amandine. parfait. Voilà, Ouais, bah, je voilà, voilà, le ça y film est, est tout pas de parfait. suite, Tu me connais maintenant, le film il est archi blanc, c'est abusé, ah franchement. bah et puis alors là, je crois que tu as pris, des gens qui, ont jamais vu le soleil de leur vie en plus. Il y a pas une seule personne racisée, Après, encore une fois, le casting, c'est 4 personnes, hein. oui, mais franchement tu peux facilement ajouter, quelqu'un, avec la peau un petit peu plus Alexa, ça ferait pas de mal au scénario et ça changerait un peu parce que les films, d'époque un peu, bah, victoriens comme ça et tout, où tu pas une seule personne noire, t'as pas une seule personne arabe, t'as pas une seule personne asiatique, surtout que le film il date de 2015. Tu vois? Il a pas 50 ans le film. Mmh. Donc je trouve que c'est un peu abusé que tous ils soient archi blancs. Ça c'est chiant en fait. Franchement, c'est chiant, le fait que, les directeurs de casting, ils soient pas foutus de faire un effort, sans déconner quoi. Donc ça, c'est pénible. Et sinon, le film en lui-même, je trouve qu'il est trop long. Il y a un peu trop de temps passé à voir Edith, traîner dans le manoir pour essayer de Ouais. découvrir des trucs qu'elle découvre, d'un coup à la fin du film. Mais en fait, quand on le regarde avec justement, ces notions un peu, de basculement des genres et en même temps de dénonciation des violences genrées et en même temps de penser sur les traumatismes, sur la façon dont ils agissent sur leurs victimes, sur la façon dont ils ont des conséquences sur les traumatismes, qui sont infligés à d'autres et cetera. Je trouve que le film, il prend une sacrée ampleur finalement. Donc bien Wedge, voilà. From leading ladies to support